Le 16 juillet 1982, au 25 impasse du Moulin Vert, dans le 14e arrondissement, un acteur mit fin à ses jours. Mort à seulement 35 ans, il cumulait pourtant plus de 30 ans de carrière. Enfant de la balle poussé par sa mère, Mado Morin, qui incita tous ses enfants à suivre une voie artistique. Il débute sous ce nom de famille. Au cinéma et à la télévision, il croisa des noms comme Clouseau, Gene Kelly ou encore René Clément. Quand 20 mai 68, avec son vent de liberté et sa fougue, et que le jeune Morin rencontra les nouveaux artistes de sa génération, il changea son nom et prit celui de sa grand-mère, Devers. Non, je serai jamais vieux. Et moi, quand je suis arrivé ici, ce que j'ai appris, c'est le contact avec le public. Les gens qu'on fait rentrer, on les connaît un par un. On les fait payer, on leur sert à boire. On s'occupe d'eux, on sait exactement qui on a et après, on joue pour eux. Sa carrière commence dans un lieu de création et de liberté, le Café de la Gare, où se côtoyaient de futures vedettes telles que Miu Miu, Coluche, Henri Guibet, et à une échelle plus niche, des auteurs comme Sota et Romain Bouteille. Devers s'éclate dans ce café-théâtre, et il y retournera souvent, comme on revient à la maison, pour échapper au milieu parfois surfait du cinéma. Le succès du lieu attira réalisateurs et producteurs en quête de la nouvelle génération à porter à l'écran. C'est ainsi que Devers apparaît par exemple dans Les Mariés de l'an 2 ou que toute la troupe du Café de la Gare figure dans Thème Rock de Claude Faraldo, film de 68 arts et résolument anarchiste. J'ai juste été faire un tour, histoire de tuer l'après-midi du dimanche. C'est comme si vous nous aviez pris en stop. Pareil, comme si vous nous aviez ramassé sur le bord de la route. Sauf que vous étiez pas là. La percée survient en 1974 avec un auteur qui voulait secouer la France, Bertrand Blier. À ses côtés, l'actrice qui était alors sa compagne, Miu Miu, et un acteur fou, Gérard Depardieu. Ce film, c'est bien évidemment Les Valseuses. Tremblement de terre au box-office français avec plus de 5 millions d'entrées, malgré la concurrence du film Emmanuel de Juste Jacquin. Pourtant, le milieu et le bruit de fond retiendront surtout Depardieu. Comme un compte à rebours lancé, il ne reste alors plus que 8 années avant que le coup de feu n'interrompe une carrière courte mais riche en films cultes et en performances inoubliables, mêlant démons, colère et frustration. Comme si, quelque part, le film scandaleux de 1974 avait mis en place tous les éléments qui ont enclenché sa descente aux enfers. Les comparaisons avec celui qu'on appelle le gros GG et le manque de reconnaissance allaient façonner l'homme et guider sa trajectoire déjà bien entamée. Comment faire la nécrologie d'un acteur dont la vie privée a influé sur les choix de carrière sans basculer dans le potin? Abordons les films, et seulement les films. Les motifs exacts du 16 juillet 1982 n'ont jamais été connus. Beaucoup ont échafaudé des théories. Laissons cela de côté et concentrons-nous sur le cinéma. D'accord. Et ben voilà, on n'a plus de soucis à se faire pour l'avenir. Il est de notoriété publique que les institutions et que l'autorité en général n'ont jamais été la tasse de thé de Devers. En 1975, il portera l'insigne de policier dans le film Adieu poulet de Pierre Granier de Fer aux côtés de Lino Ventura. Rencontre réussie entre la vieille école et la nouvelle génération. C'est un film qui est dans les rangs. Adaptation d'un polar écrit sur mesure pour Ventura, ce dernier obtiendra que le nom de Devers cohabite avec le sien sur l'affiche. Beau geste de la part du gorille envers celui qu'il considérait comme une Ferrari. J'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Jean Rochefort pour que la fête commence. Parallèlement, le cinéma français crée sa récompense, le César. De la création de la statuette jusqu'à sa mort, Devers ne connaîtra que des nominations. Adieu poulet sera la première. La récompense tant espérée lui échappera encore et encore, ce qui l'affectera profondément. La profession ne l'a pas honoré comme il l'espérait, préférant même son ami et rival, Depardieu. Tous les choix de Devers étaient destinés à épater le gros GG. Il faut dire qu'il recevra de nombreuses propositions, passées d'abord entre les mains de Depardieu. Une grande partie de la presse pense que c'est Patrick Devers qui aura le César cette année, mais il y en a beaucoup en course. Je trouve qu'au bout de 5 nominations, il pourrait m'en envoyer un gratis. Quand même. Oui, c'est vrai qu'il a été 5 fois nommé.
Pourtant, tout comme pour les valseuses, Devers fit souvent preuve d'une grande clairvoyance dans ses choix comme dans ses refus. Un exemple marquant, la seule fois où il accepta un film sans en lire le scénario, ce fut pour Gérard Houry, le pape de la comédie française. Une fois le scénario rédigé, il le lut et il refusa. Pathé lui mit alors un carton rouge. Il sera remplacé par Victor Lanoux et le film deviendra La Carapate, un film oubliable, déjà daté à sa sortie. Tu sais, moi, les gens qui lisent tout le temps... Quelle leçon! Cette clairvoyance s'illustre dans des projets ambitieux et intimes, notamment des premiers films, comme celui de Claude Miller en 1976, La meilleure façon de marcher. Film d'entre-deux époques. Formellement dans l'héritage de la nouvelle vague, il aborde à travers différentes scénettes des thèmes alors très modernes, voire avant-gardistes, comme le harcèlement, encore tabou aujourd'hui. Le film traite de l'ambiguïté, du flou autour de la notion de virilité, notamment à travers le personnage de Devers, qui incarne une surmasculinité en opposition à la féminité assumée du personnage joué par Patrick Bouchité. Le film aurait pu mal vieillir, mais force est de constater qu'il fonctionne encore aujourd'hui. La clairvoyance Devers pourrait se résumer ainsi: faire des films avec des sujets forts et qui feront date. D'ailleurs, il a percé avec un film qui a sacrément fait date, Les Valseuses, un film qui secoue les Pompidou giscardiens de la première heure. Entre plusieurs seconds rôles dans des films oubliables, il va rencontrer un cinéaste qui aime autant la provocation que lui, Yves Boisset. C'est ainsi qu'il deviendra le juge Fayard, dans un film librement inspiré d'un fait divers qui secoua la France, l'assassinat du juge Renaud en 1975. Le film braqua un projecteur sur toutes les grandes plaies de l'époque: insécurité, milieu criminel, traces de l'OAS, milice type SAC, présence coloniale, portrait d'une France qui a encore du sang sur les mains. Il renouera avec Boisset en 1978 pour La clé sur la porte, un film beaucoup plus tendre que Le juge Fayard. Boisset devait également diriger Devers dans Le prix du danger en 1983, mais un coup de fusil en décida autrement et Gérard Lanvin reprit le rôle. Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchot. Cherche pas, c'est le meilleur. Gervase de Brumaire. En 1978, Blier revient avec Préparez vos mouchoirs, qui obtient l'Oscar du meilleur film étranger et offre au film une portée internationale. Le réalisateur tente d'y recréer le trio des valseuses, mais Miu Miu refuse. Carole Laure accepte le rôle. Le film raconte l'histoire de Raoul, joué par Depardieu, qui n'arrive plus à redonner le sourire à sa femme. Il demande alors à un inconnu, joué par Devers, de l'aider à la rendre heureuse. Ils trouveront la solution grâce à un enfant rencontré lors d'une colonie de vacances. Si on essaye de vous faire comprendre qu'en réalité, c'est le môme qui nous a kidnappés, et que c'est nous les victimes, vous allez vous fendre la gueule de plus belle. C'est du pur Blier. Les dialogues sont à la fois drôles, poétiques et grossiers. Mais pas gratuitement. Le film se moque de son époque, notamment de la représentation traditionnelle du couple. L'amour que les protagonistes vouent à Mozart, poussé jusqu'à l'absurde, illustre le vide intérieur qu'il cherche à combler. Devers y incarne le type chiant par excellence, avec sa collection du livre de poche dans son intégralité. Blier parodie également le conditionnement de certaines classes sociales à travers le personnage du jeune Christian. Dans la veine de son précédent film, Calmos, Blier aime placer les personnages féminins au centre, à la fois pour les sublimer comme pour les tourner en ridicule. Ici, il aime jouer de la psyché féminine comme d'un grand mystère irrésolvable. Un film assez féroce, dont l'esprit de provocation fait encore de son effet aujourd'hui. Peut-être injustement éclipsé par l'aura des valseuses, mais dont les dialogues caustiques valent vraiment le détour. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est une gueule de Bernadette. Par exemple, tu pourrais pas t'appeler Isabelle, c'est pas possible. Bon, d'accord, t'as raison, admettons que je m'appelle Bernadette. En réalité, je m'appelle Marthe, mais enfin c'est pareil, c'est aussi con que Bernadette. Malgré quelques premiers rôles marquants, les films qui restent sont donc souvent ceux où Devers partage l'affiche avec un autre, et plus particulièrement lorsque cet autre est le gros GG. Mais en 1979, 3 ans avant sa mort, il tourne 2 films qui cristallisent son personnage et sa mythologie. 2 films qui sont souvent la réponse à la question « C'est quoi Patrick Devers ?» Je viendrai vous voir demain! Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains! Le premier film est Coup de tête de Jean-Jacques Hano,
écrit par Francis Weber. Un film qui prend pour toile de fond le milieu du foot provincial. Devers y campe le rôle de François Perrin, qui a perdu sa place dans l'équipe de Trinquant. Il est également accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il se retrouve alors en prison. Faute d'effectifs, le club le rappelle pour un match décisif. Un match de la Coupe de France. Pour Perrin, l'heure de la vengeance a sonné. C'est un film singulier, à la fois western social, comédie satirique et drame, posé sur une toile de fond atypique et porté par une bande originale devenue culte. Devers y est entouré des grands seconds rôles de l'époque, tels que Jean Bouise, Robert Dalban, Donadieu, Michel Aumont, etc. Et il est en haut de l'affiche, c'est lui qui porte le film. Un peu comme dans la vraie vie, où Devers a été boudé par la profession, son personnage semble être rejeté par un microcosme qui lui a tourné le dos, mais qui n'hésite pas à le rappeler dès que ses compétences sont nécessaires. Il faut dire que Devers n'est pas facile en coulisses. Un technicien le dérange, il lui casse deux dents d'un coup de poing. La réputation devient problématique. Mais cela n'entache en rien le plaisir de voir la revanche de Perrin, qui, où qu'il passe, sème la panique et voit la ville s'auto-détruire sous ses yeux. C'est jouissif. Toi, Jeanne, tu vois pas que j'essaie de te sauver, toi aussi? Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir? Foutez-moi la paix! Nom de Dieu! Le film suivant, Série Noire, est un pur chef-d'œuvre. Nous avons consacré une chronique à part à ce film d'Alain Corneau, sorti en 1979. Là encore, c'est un film unique en son genre. Avec une certaine tendance à se complaire dans l'autodestruction, Devers disait « Plus on s'abîme, plus on est beau, on ressemble à notre époque ». Et à l'hiver de sa vie, il n'hésite pas à interpréter des personnages brisés. Je peux ? En 1980, il tourne chez l'un des plus grands réalisateurs français du moment, Claude Sautet, avec Mauvais Fils. Là aussi, comme une forme de consécration, il règne sur l'affiche du film. Chose rare chez Sautet, habitué au casting chargé et aux histoires entremêlées. Ici, Devers donne la réplique à Brigitte Fosset et à Yves Robert. Ouais, pas mal. C'est plus de mon âge, ça. Le rôle est initialement pensé pour Depardieu, mais pendant l'écriture du scénario, une évidence s'impose au réalisateur. Ce rôle est fait pour Devers. Le film suit Bruno, toxicomane dont le lien avec son père est fragile. Ce dernier le tient responsable de la mort de sa femme. En travaillant dans une librairie, Bruno rencontre Catherine, elle aussi dépendante aux stupéfiants. Je suis amoureux de vous. Voilà. Inutile de dire que Devers y est exceptionnel. Le film sonne comme une catharsis. Petit détail qui en dit long, lui qui a toujours voulu garder sa moustache pour se donner une allure, accepte de la raser pour incarner Bruno. Il joue une scène avec sa mère qui tient un petit rôle et il se donne corps et âme pour Claude Sautet. Comme souvent chez le réalisateur, c'est un film très tendre envers ses personnages. Il les filme à hauteur d'homme, sans jugement. 3 grands rôles dans des films d'envergure. Viennent ensuite des films au succès plus mitigé, même si ses talents sont sollicités par de grands noms du cinéma français. Psy de Philippe de Broca, Hôtel des Amériques d'André Téchiné, 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil. L'acteur Patrick Dewaere a boxé un journaliste parce qu'il n'était pas content de son article, il s'estimait trahi. Je n'invente rien, c'est aussi simple que cela. Durant cette période, il se met la presse à dos en frappant un journaliste qu'il accusait d'avoir rompu un accord de confidentialité. Mis à l'écart, il trouve le soutien de Blier, qui viendra à sa rescousse en lui proposant un film qui fera débat. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie. Et j'avais 29 ans et demi. Il s'agit de Beau-père, sorti en 1981. Rémi, musicien de restaurant, perd sa compagne Martine dans un accident de voiture. Il se retrouve seul avec Marion, la fille de Martine, issue d'un premier lit. Dans sa détresse, Marion développe des sentiments amoureux pour Rémi. Le sujet du film est un terrain miné, mais Blier le traite avec un ton tendre, mélancolique et initiatique. Certaines scènes et dialogues sont impensables aujourd'hui. À noter que les distributeurs attiseront la polémique, justifiée à cet égard, avec une affiche racoleuse. Malgré tout, Devers, la jeune Ariel Besse, l'audace technique de Blier, comme ce long plan d'ouverture, et surtout la musique de Philippe Sard,
font de ce film le dernier grand film de Devers. Pourquoi tu t'intéressais à moi? Mon vieux, tu représentais le modèle parfait du dépressif urbain. Tout était moyen chez toi. Ta vie, tes rêves, tes désirs. La trajectoire crépusculaire de Devers se confirme avec son tout dernier film, Paradis pour tous, d'Alain Gessois, cinéaste au film atypique dont nous avions déjà évoqué le travail sur la chaîne. Aujourd'hui, le film résonne étrangement avec le destin tragique de Devers. Il y joue Alain Durieux, un dépressif qui arrive même à rater son suicide. Après cet acte manqué, il subit une opération destinée à supprimer la dépression ou toutes sortes d'angoisses, et ainsi à être heureux en permanence et qui plus est, hyper efficace au travail. Gessois a toujours pratiqué un ton satirique, critique de son époque. Ici, il en fait en quelque sorte une comédie noire, et ce film fait parfaitement écho à la France de 2025. Cette opération rend en réalité le personnage de Devers aveugle à ses émotions, heureux sans en saisir le sens. Donc, sans véritable cœur. Le personnage comme l'acteur semble avoir décidé de prendre le même chemin, un aller sans retour, comme pour tenter d'échapper à la noirceur du monde et à leur propre mal-être. Patrick Devers n'assistera pas à la sortie du film. Le film s'est fait démolir par la presse. Devers préparait alors le rôle de Marcel Cerdan, un rôle à César. Il était prévu au casting de La femme de mon pote, de Bertrand Blier. Il rêvait de récompenses, mais n'en a jamais obtenu. En 2008, pour récompenser les espoirs du cinéma français, on a créé le prix Patrick Devers. Il nous a quittés à l'âge de 35 ans, comme Mozart. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte? Quelle époque de con.